Vous savez, il y a deux grandes catégories d'étudiants. La première catégorie, ce sont des étudiants qui réussissent uniquement sur le plan académique et après, ils souffrent sur le plan professionnel. Ce sont généralement les premiers de la classe. La deuxième catégorie, ce sont des étudiants qui réussissent dans tous les domaines de leur vie et ce sont souvent des étudiants qui ont eu des difficultés de leur vie. Ce ne sont pas souvent les premiers de la classe. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ces deux catégories d'étudiants? On pourrait répondre à cette question de plusieurs façons. Mais la réponse la plus claire est que les étudiants qui réussissent cultivent des habitudes qui les préparent à cette réussite. En effet, beaucoup d'étudiants font des études supérieures après le bac sans savoir ce qu'ils veulent faire plus tard après l'obtention de leur diplôme. Ce n'est pas facile de se dessiner sa voie quand on n'a pas des éléments. Par contre, on peut créer des habitudes avec des petits objectifs à réaliser régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 habitudes efficaces que les étudiants à succès ont utilisées durant leur réussite académique et professionnelle. Cependant, ici, les 8 habitudes que nous allons expliquer sont vraiment uniques. Elles proviennent de mes observations de quelques étudiants que j'ai rencontrés qui ont réussi, ainsi que des pratiques que j'ai utilisées moi-même avec succès durant mes études. Commençons. La première habitude des étudiants à succès consiste à penser à ton avenir et avoir un plan. Les étudiants qui réussissent sont des gens souvent prévoyants. En tant qu'étudiant, tu dois réussir tes études et mener plusieurs dossiers sur tous les fronts, à savoir définir ton plan de carrière, gérer tes relations professionnelles, penser à tes projets personnels et réaliser de nombreuses démarches administratives, etc. Toutes ces choses nécessitent la gestion rigoureuse et sérieuse. Tu ne peux pas laisser ton avenir guidé par le hasard. Quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup d'amis qui semblaient toujours se démener pour faire les choses à la dernière seconde. Ils se laissaient constamment prendre au dépourvu par la vie. Mais si tu cultives un état d'esprit te permettant d'anticiper ton avenir, la chance te sourira et tu sauras aussi détecter et profiter de nombreuses opportunités qui passeraient inaperçues aux yeux des autres. Tu peux penser que ce type de raisonnement d'anticipation est une chose avec laquelle les gens ne sont pas à l'aise. Je veux te dire que c'est certainement le cas, parce qu'on n'est pas né à anticiper tout le temps. Si tu souhaites réaliser un projet qui te tient à cœur, la première étape consiste à le transformer en petites actions quotidiennes ou hebdomadaires. Car une fois intégrée dans ton quotidien, chaque action réalisée correspondra à une brique qui te fera penser de manière prospective à ton désir, à ton avenir. C'est une fondation et il faut le faire chaque jour. Par exemple, tu peux créer des penses bêtes dans ton agenda ou définir un système de gestion des tâches et tu dois trouver un créneau de 2 ou 3 heures chaque semaine afin de penser tes plans. Par exemple, il faut se poser plusieurs questions. Quel est l'objectif que j'aimerais réaliser dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien dans 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. L'autre question, par exemple, c'est qu'est-ce que je dois commencer à réaliser dès maintenant? Et quand est-ce que je vais commencer? De quoi aurais-je besoin pour réussir cet objectif? Ces moments de réflexion vont te permettre d'échafauder ton avenir et aiguiser tes plans chaque semaine. Les modifier, les adapter et voir la direction que tu prends. Et tu peux appliquer cette méthode d'anticipation dans tous les domaines de ta vie en tant qu'étudiant. Le premier domaine qui concerne les étudiants, c'est ton école et ta carrière. Si tu dois assister à un cours important, tu dois réviser avant. Tu dois t'organiser pour être à l'heure avant le démarrage de la séance afin de pouvoir t'installer à la bonne place et suivre tes cours. De même, si tu as besoin de prendre un appartement rapidement, il
dit que tu dois vivre dans une résidence universitaire où tout le monde signe son bail en même temps, tu vas devoir penser à faire tes démarches plus tôt. Sinon, tu risques de devoir vivre dans un quartier qui n'est pas forcément propice à tes études. Et si tu ne sais pas quand tu dois chercher un stage, tu peux prévoir un moment pour aller au centre de carrière, d'orientation de ton école et demander de l'aide aux conseillers. Il y en a souvent des gens qui peuvent t'aider. Le deuxième domaine sur lequel tu peux appliquer cette première habitude, c'est au niveau de tes relations. Tu peux cultiver cet état d'esprit visionnaire. Par exemple, voilà, tu as peut-être l'anniversaire de quelqu'un qui approche, ou bien tu as un ami à qui tu n'as pas parlé depuis un certain temps. Lorsque tu anticipes bien les choses, tu as plus de chances d'entretenir tes relations de façon vivante. C'est important d'entretenir de bonnes relations, car les gens commencent à être très occupés après l'obtention du diplôme et ont tendance à avoir moins de temps à consacrer pour leurs amis. Ce n'est pas toujours évident, mais tu peux entretenir un petit cercle d'amis avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment jouable, quoi. L'autre dernier domaine sur lequel tu peux appliquer cette première habitude, c'est au niveau de tes loisirs. Une fois que tu as fait le tour des gros sujets, tu peux passer aux petites choses qui te rendront ta journée plus agréable, plus gaie. Par exemple, faire le ménage dans tes affaires, ranger chez toi, pratiquer un sport plutôt, ou tout simplement faire du shopping, de la balade, repasser tes habits si tu as une présentation à faire le lendemain par exemple. Ce sont des choses qui vraiment vont te construire. La deuxième habitude à cultiver consiste à gérer ses finances. Les étudiants qui réussissent ne se laissent pas se prendre par des soucis financiers. Au contraire, ils font très attention sur ce point. Tu dois gérer tes sous pour ne pas être à découvert à la banque. Tu dois payer ton loyer à temps. Tu dois déclarer tes impôts si tu fais des petits boulots. Il faut aussi savoir consommer malin. Et peut-être il faut être écolo aussi. Voilà. On doit protéger notre planète. En gros, beaucoup de gens essaient de repousser cette gestion de finances aussi longtemps qu'ils le peuvent et se retrouvent à faire face à de grosses difficultés dans leur vie. Quand ça arrive, il faut appeler papa et maman pour régler le problème et tu passes pour un irresponsable. C'est pas évident, mais gérer ses finances est une qualité. Si tu veux réussir, tu dois gérer tes finances de façon autonome et responsable. Et cela va améliorer ta confiance en soi. La troisième habitude des étudiants à succès consiste à rechercher des solutions de façon autonome. Les étudiants qui réussissent s'efforcent de trouver des solutions à leurs problèmes. Lorsqu'ils sont confrontés à un problème difficile qui n'a pas de solution immédiatement apparente, ils se lancent dans la recherche de solutions et s'efforcent de trouver un moyen de les résoudre tout seuls. Malheureusement, beaucoup d'élèves ne font pas comme ça. Ils abandonnent mentalement dès qu'ils rencontrent une petite difficulté. Ils lâchent. Les élèves qui réussissent, en revanche, persévèrent et croient qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Donc cela, par exemple, tu peux appliquer la règle de 15 minutes. En fait, aujourd'hui, je suis salarié dans une entreprise où on essaie d'appliquer cette règle de 15 minutes pour résoudre un problème. En fait, lorsqu'un salarié est bloqué sur un problème, il doit rechercher la solution pendant 15 minutes tout seul avant de demander de l'aide. Pendant cette phase, il doit écrire tout ce qu'il a fait et qui n'a pas fonctionné afin de pouvoir donner des informations factuelles à la personne qui va l'aider. Enfin, une fois les 15 minutes écoulées, il peut demander de l'aide puisqu'il a déjà essayé. Cette règle aide le salarié à trouver un équilibre. Il apprend à être indépendant et à se débrouiller seul. Ainsi, il ne perd pas de temps s'il est vraiment bloqué.
tu peux appliquer cette règle en tant qu'étudiant et ça peut s'avérer très utile lors de tes réflexions, car tu peux résoudre de manière autonome de nombreux problèmes pour lesquels tu demandes de l'aide au départ. Lorsque tu demandes de l'aide, tu peux montrer par exemple à ton professeur que tu prends le problème au sérieux et que tu ne te contentes pas d'appeler de l'aide ou pour n'importe quoi. Après tout cela est relatif. Il y a des problèmes qui prennent plus de temps que d'autres. Voilà, il faut quand même définir un délai pour ne pas passer tout ton temps sur un seul problème, quoi. Alors qu'il y a une grande liste. Donc l'autre axe sur lequel il faut travailler pour s'organiser, s'il y a plusieurs problèmes à la fois, il faut définir des priorités. Voilà, lequel est plus important, lequel est plus urgent, et ainsi de suite pour aller jusqu'au petit problème, quoi. C'est une organisation de priorisation. La quatrième habitude, établir des relations avec tes professeurs. En effet, les étudiants qui réussissent travaillent activement à établir des relations avec leurs professeurs, les enseignants et les autres membres du corps enseignants de leur école ou de leur université. Ce faisant, tu te crées un réseau de personnes de toutes les tranches d'âge, qu'elles soient dans ta tranche d'âge ou des âges plus avancés dans la vie. Ce sont des gens qui ont des expériences. Cette habitude présente quelques très bons avantages. En effet, tu découvriras des opportunités que tu aurais ratées autrement. Il y aura des personnes qui pourront te recommander des stages, des emplois et des bourses d'études. Ce sont des personnes dignes de confiance, qui ont déjà de l'expérience. Alors, comment commencer à construire ce réseau dont on parle ? Tout d'abord, présente-toi au début du semestre, va voir le professeur après le premier cours, par exemple, et discute avec lui, présente-toi, serre-lui la main et fais-lui savoir que tu es enthousiaste pour le cours. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de lui exprimer clairement ta demande. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai pu trouver un stage de 2 mois d'assistant ingénieur en agroalimentaire dans une entreprise que je croyais inaccessible, et cela grâce à un professeur de mon école à Montpellier. En effet, après plusieurs séances en classe avec ce professeur, je suis allé la voir et lui dire que j'aimerais trouver un stage d'assistant dans une industrie sucrière. Et je lui ai demandé si elle avait des contacts d'anciens étudiants qui travaillent dans ces sociétés-là. J'étais parti avec avec une liste de 4 sociétés. Et la prof a pris mon adresse mail et m'avait recommandé à un de ses anciens élèves qui bossait dans une grande entreprise qui correspondait à mon projet. Elle m'a envoyé un mail le lendemain. C'était assez impressionnant. Et j'ai ensuite fait des démarches nécessaires et j'ai eu le stage qui vraiment a changé ma vie, car ça m'a ouvert de nombreuses portes. La 5e habitude, apprendre en dehors des cours. Les étudiants qui réussissent essaient toujours d'apprendre en dehors des cours. Ils lisent beaucoup de livres à partir de différentes sources et s'orientent vers d'autres matières. Ils adoptent une approche plus indépendante de l'apprentissage. Ce faisant, ils commencent à s'intéresser à une variété de sujets différents. C'est vraiment un travail personnel à faire, quoi. C'est comme ça que tu commences, par exemple, à construire un réseau diversifié d'interconnexions dans ton cerveau, ce qui te permettra d'être plus performant, plus créatif dans ton travail, ou bien même dans tes études. De plus, une fois que tu diversifies tes connaissances, tu peux tomber sur des sujets ou des projets ou des idées très intéressantes d'innovation. Par exemple, j'avais un ami qui a étudié le droit à l'université après le bac, mais il avait une passion à rédiger des articles sur l'actualité. Cette passion l'a aidé à se faire connaître dans le milieu du journalisme et à se faire embaucher à plein temps comme rédacteur avant même d'avoir terminé ses études. Et cela malgré
le fait que l'entreprise n'aimait pas embaucher des jeunes diplômés. La 6e habitude consiste à rester à l'écoute des opportunités de façon active. Les étudiants qui réussissent restent en veille active constamment afin de saisir les opportunités. Lorsque vous êtes à l'école et surtout à l'université, il y a une tonne d'opportunités autour de vous. Mais vous devez être prêt à les chercher et à savoir où les chercher. Vous pouvez trouver ces opportunités en surveillant les panneaux d'affichage, par exemple sur le campus, suivre les départements universitaires sur les réseaux sociaux, y compris tes professeurs, suivre les publications des départements dont tu fais partie, par exemple. En fait, cette habitude est directement liée à la façon dont certains obtiennent leur premier stage. J'ai lu l'histoire d'une étudiante qui suivait le centre de carrière de son école sur Twitter. Et ils ont tweeté sur une grande entreprise de sa région natale qui organisait un séminaire sur le leadership pour les futurs cadres. Quand elle a vu le tweet, elle s'est inscrite et a été étonnamment acceptée au séminaire. À cette occasion, elle a rencontré une personne qui est devenue son mentor, qui a joué un rôle déterminant dans son embauche pour son stage de fin d'études de 6 mois. 7e habitude, prendre soin de sa santé physique et mentale. Les étudiants qui réussissent mettent beaucoup d'efforts à se maintenir en forme, tant physiquement que mentalement. Les étudiants sont à la base tous ambitieux, ça on le sait. Par contre, la plupart passent tout leur temps à étudier ou à se concentrer sur leurs examens. En conséquence, ils laissent souvent de côté leur hygiène personnelle, leur alimentation, le sport et le sommeil. Et pire encore, ils peuvent s'épuiser mentalement et devenir dépressifs ou être très anxieux quand ils ont des difficultés ou des mauvaises notes en classe. Les étudiants qui réussissent le savent très bien et ils sont conscients de cela. Et pour pouvoir se détacher, ils prennent donc le temps de s'occuper de leur propre santé. Ils prennent le temps de faire une activité sportive individuelle ou collective, de préparer de bons repas sains par exemple, et de dormir suffisamment chaque nuit. Il est également important de noter que les étudiants qui réussissent demandent de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Et s'ils souffrent de dépression ou d'anxiété, ils vont s'adresser à quelqu'un qui peut les aider à régler le problème de façon autonome. Et il faut demander de l'aide quand on a des soucis. Donc il ne faut pas se morfondre dans ses soucis et se trouver à l'hôpital et qui va être considéré comme un échec. La 8e habitude efficace consiste à essayer toujours plusieurs fois et surtout n'abandonne pas, tu finiras par trouver. Nous traversons tous des épreuves difficiles qui finissent souvent par voler notre joie, notre enthousiasme et parfois même nos rêves les plus chers. Nombreux sont ceux qui, face à l'épreuve, abandonnent, jettent l'éponge et retournent à la case départ. Quel dommage, quel gâchis, quelle souffrance inutile, quel temps perdu surtout. Enfin, les gens qui réussissent subissent de nombreux micro-échecs avant d'y parvenir, mais on n'en parle jamais. Le fait d'essayer à plusieurs reprises permet d'augmenter son niveau de connaissance et sa maîtrise. On connaît l'histoire par exemple de Thomas Edison qui a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à créer la première lampe électrique que nous utilisons depuis le 22 octobre 1879 jusqu'à nos jours. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dans le livre intitulé Équation du bonheur, l'auteur Neil Parisha explique qu'il y a 2 modes d'apprentissage de nouvelles compétences dans n'importe quel domaine de la vie. Il y a un modèle linéaire et un modèle cyclique. En fait, 3 gros verbes
compose ce modèle? Il y a le verbe faire, le pouvoir faire et le vouloir faire. Ce sont ces 3 verbes d'action qui nous permettent d'apprendre de nouvelles choses. Selon le modèle linéaire d'apprentissage, l'individu doit passer beaucoup de temps à d'abord développer le pouvoir faire, puis ensuite développer le vouloir faire, et enfin se mettre à l'action pour faire la chose. Ce modèle n'est pas efficace et c'est dommage que ça perdure, et c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Quand on pense de cette façon linéaire, on n'arrive jamais à réaliser la chose parce qu'on se dit qu'on n'a pas encore les compétences pour le faire. Au lieu de cela, Neil nous encourage à transformer ce modèle linéaire en un modèle cyclique, circulaire, et à simplement commencer à réaliser la chose afin de développer notre compétence. Ainsi, dans ce modèle, on commence par le verbe faire, ensuite qui nous permet de développer le pouvoir faire et arriver au vouloir faire. En effet, une fois que vous aurez commencé à essayer, vous découvrirez naturellement comment vous allez pouvoir faire la chose, ce qui vous amènera au vouloir faire et vous permettra de revenir au point de départ du processus et le cycle recommence de nouveau. De cette façon, l'ensemble du processus se renforce et la compétence est acquise. La vérité, c'est que beaucoup d'étudiants et les gens en général sont confrontés à leurs croyances et leurs illusions. Ils pensent souvent à des phrases négatives telles que je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas les compétences pour faire ceci, je n'ai pas le certificat pour faire cela. Des prétextes bidons pour ne jamais passer à l'action. Donc, si quelque chose vous tient à cœur et que vous avez un peu peur, ce qui est normal, essayez quand même, car c'est ce que font les étudiants qui réussissent ou les gens qui réussissent en général. C'est en essayant que vous gagnez en expérience et en compétences dans le domaine. Par exemple, dans mon anecdote, pour ma part, je ne savais pas que j'allais obtenir un stage de fin d'études dans la plus grande boîte de l'industrie laitière de la France et au monde carrément. Car la concurrence était rude et je n'avais ni de bonnes notes en classe, ni de compétences dans le secteur industriel proprement dit. Et en plus, mes camarades de classe m'expliquaient qu'il était impossible d'avoir un stage dans le secteur industriel puisque nombreux avaient déjà tenté sans succès. Certains camarades se moquaient rien que par le fait d'en parler, ils s'en moquaient, quoi. Ils rigolaient de ce que je disais, voilà. Mais je n'ai pas écouté, j'ai commencé quand même à postuler dès le mois de novembre, soit 5 mois avant le début du stage. Je répondais à 3 annonces par semaine, c'était mon petit rythme. Et au bout de 45 candidatures envoyées, sur une période de 4 mois, j'ai fini par obtenir le stage qui me plaisait vraiment et j'avais même eu 3 autres propositions incroyables. Mes camarades disaient que j'avais de la chance. Et pourtant, c'était juste un résultat de travail acharné, avec persévérance. Il fallait que je réussisse, sinon je me retrouvais à la rue avec 0 moyen. J'étais condamné à réussir. Nous arrivons à la fin de cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à cliquer sur une pouce bleu, voilà, liker, partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine.